Bonjour, bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour le journal Sweden Télévision. Les titres. Conseil des ministres ce mercredi sous l'autorité du président de la République Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, notamment dans le secteur de l'éducation et de l'éducation nationale. Dans ce journal, le point de presse du ministre d'État Pascal Irénée Koupaki, secrétaire général de la présidence. Le rapport annuel d'Amnesty International sur l'état de droit au Bénin et dans le monde est désormais disponible. Le document révèle l'usage d'une politique diabolique pour la restriction des droits de l'homme. Et puis, Cameroun, le syndicat national des journalistes dénonce les pressions des autorités sur les médias. Le syndicat parle du non-respect des droits fondamentaux par l'État. Voilà pour les titres de cette édition. Les détails dans un instant. Et bienvenue dans Eden Info. Le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique est chargé désormais d'organiser des examens nationaux en licence et master pour les étudiants des établissements privés d'enseignement supérieur non homologués par l'État. C'est l'une des grandes décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi sous l'autorité du chef de l'État, Patrice Talon. Voici un extrait du point de presse du ministre d'État, secrétaire de la présidence, Pascal Irénée Koupaki. Le Conseil relève que l'État est garant de la qualité du système éducatif national. La meilleure gouvernance du système éducatif national exige désormais davantage de rigueur dans l'organisation, la gestion du système et la délivrance de diplômes aux étudiants. Le diagnostic étant fait, ceci a permis au Conseil de définir deux actions majeures à entreprendre avec les moyens appropriés. Première action, surveiller mieux que par le passé la création des établissements publics d'enseignement supérieur pour s'assurer de leur viabilité institutionnelle, pédagogique et financière. Deuxième décision, renforcer le contrôle externe des 10 établissements afin d'améliorer leur gouvernance. Le Conseil considère que la maîtrise et l'harmonisation du calendrier académique, la qualité de l'enseignement et la sécurisation des notes des étudiants dans tous les établissements privés d'enseignement supérieur constituent un enjeu majeur pour le développement économique et social de notre pays. Et à cet égard, le Conseil a pris la décision suivante de faire organiser par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique des examens nationaux en licence et master pour les étudiants des établissements privés d'enseignement supérieur non homologués par l'État. Ainsi, les établissements privés d'enseignement supérieur non homologués par l'État ne peuvent plus délivrer des diplômes de licence et de master. Il sera ainsi mis fin à la co-signature de diplômes. Le Conseil a adopté le décret portant organisation des examens nationaux pour la validation des acquis en licence et en master dans les établissements privés d'enseignement supérieur non homologués par l'État. Conformément à la loi du 7 août 2014 relative à la pêche et à l'aquaculture, le Conseil a décidé de créer une cellule observatoire des pêches et une police des pêches. Un comité d'appui à l'exécution des mesures d'assainissement et de réhabilitation sera mis en place, de même qu'une unité spéciale de suivi de la feuille de route qui sera rattachée à la présidence de la République. Les actes réglementaires appropriés seront pris
en conséquence. Le nouveau rapport annuel d'Amnesty International sur l'état de droit au Bénin est disponible. L'antenne béninoise de cette organisation l'a présenté ce mercredi à Cotonou, politique de diabolisation appelant sans vergogne à la restriction des libertés publiques, de la légalité, de la vie privée. C'est le constat qui ressort de ce rapport édition 2016-2017. Samson Oké, Frédus Fiossi pour les détails. Amnesty International, un mouvement. Les inégalités, les incertitudes économiques de longue date, les changements politiques tapageurs et la rhétorique de diabolisation de nous contre eux alimentent la peur et la division dans le monde avec la volonté croissante de se débarrasser et de s'attaquer aux droits humains. Tel est en substance le message fort qui se dégage de ce rapport annuel de Amnesty International sur la situation des droits de l'homme au Bénin et dans le monde. Devant un parterre d'hommes de la politique, de la diplomatie, de la société civile et des médias, les défenseurs des droits humains ont présenté ce document qui résume les diverses formes de restriction de la protection des droits de l'homme. Le rapport dont vous aurez la substance rend compte de la situation des droits de l'homme dans 159 pays et territoires pour le compte de l'année 2016 et une partie de l'année 2017. Il alertera sur les conséquences en matière de droits humains, programmes nocifs qui s'acharnent sur des groupes entiers de population, les désignent comme boucs émissaires et les déshumanisent afin de séduire l'électorat. Les répressions politiques, les conflits armés, l'impunité, le déni de justice, l'agression des défenseurs des droits humains sont autant de fléaux qui secouent le monde et mettent à mal la liberté de jouir pleinement de ses droits selon ce rapport édition 2016 qui a pour particularité de s'appuyer sur des exemples concrets de viol des libertés et droits publics. La liberté d'expression est en érosion constante en Afrique, dans le monde et au Bénin, et même certaines personnes y ont laissé leur vie. Des organes de presse, des journalistes, des blogueurs sont en difficulté. La plupart des pays africains ont une tendance maintenant à restreindre même l'utilisation des réseaux sociaux, parce qu'on a vu ce que cela a pu donner dans le printemps arabe. Face à ce tableau sombre de la situation des droits humains au Bénin et dans le monde, le rapport se désole de constater l'inaction des dirigeants. Mais pour tous ces conflits, aussi bien au niveau des Nations Unies qu'au niveau de l'Union africaine, les réactions sont lentes, incohérentes et qui manquent parfois de coordination. Vous avez vu avec, même si on s'est rattrapé sur la Gambie, vous avez vu avec dans quelle ambiance finalement cette force-là a été réunie. Les derniers propos de ce document, de plusieurs centaines de pages, sont consacrés à des recommandations formulées à l'endroit des décideurs afin que le respect strict des droits humains soit une réalité au Bénin et dans le monde. L'ultimatum de la ministre de l'économie numérique et de la communication aux différents opérateurs GSM pour l'amélioration de la qualité des services proposés par ces réseaux de téléphonie mobile a pris fin. Ce 17 février 2017, près d'une semaine après l'expiration de cet ultimatum, quels sont les constats notés par les consommateurs? La réponse dans ce reportage de Frédus Seolan et Damien Pedro. Vol de crédit de communication, faible couverture de réseau, cherté des coûts, perturbation des appels et autres, le ministre de la Communication, Rafiatou Monroe, avait donné le 10 février dernier 7 jours aux opérateurs GSM pour corriger ces défaillances. Plusieurs jours après l'expiration de ce délai, l'enquête effectuée par les associations de consommateurs n'est pas satisfaisante. Et donc à ce titre, nous avons pu constater à travers les différentes données collectées que la qualité de l'écoute ne s'est pas améliorée. Le niveau de signal en termes de barrettes affichées sur les écrans des téléphones mobiles ne sont pas toujours normalisés. Les messages et publicités qui viennent de façon intempestive continuent d'être présents. Les citoyens consommateurs n'ont pas noté une amélioration de la qualité de l'Internet. Le débit ne s'est pas amélioré, le temps de latence non plus. Les citoyens consommateurs n'ont pas noté une réduction des coûts des services. Et mieux,
les échecs d'appel sont devenus encore plus présents. À l'unanimité, les abonnés des réseaux GSM interviewés confirment cette version et gardent un mauvais goût de ces défaillances. Mais jusque-là, moi personnellement, je n'ai encore rien constaté de choses-là. Et peut-être que la décision n'est pas encore mise en application. Vous savez, entre une volonté, entre une décision qui est prise et l'application, il peut y avoir un temps qui s'écoule. Et donc moi personnellement, j'attends que cette décision soit appliquée pour mettre fin à tout ce désordre organisé par les réseaux GSM. Je souhaite que la pression puisse venir du côté du ministre, mais aussi des associations de consommateurs pour que cette décision soit appliquée pour le bien de nous tous. Je ne dirais pas tout de suite qu'il y a déjà constaté des changements. C'est notamment la question des mots. Les mots Internet là. Et il y a des moments où les mots s'évaporent dans le portable sans qu'on active, sans qu'on ne soit connecté. On constate la disparition des mots. Le constat est amer. En tant que consommateur, je n'ai constaté aucune amélioration depuis que la ministre les a rappelés à l'ordre. Et ce qui est encore plus déplorable, on suppose qu'ils sont tous les réseaux couvrent l'étendue du territoire national. Mais en voyageant d'ici à Parakou, de Parakou à Mananville, vous constatez à un niveau donné, sur votre itinéraire, vous perdez le réseau. Vous n'avez pas le réseau, ce qui n'est pas bien. Si la majorité des consommateurs s'accordent sur le maintien de la pression des autorités étatiques sur les opérateurs GSM et d'éventuelles sanctions à l'endroit de ces derniers, les associations des consommateurs annoncent déjà les couleurs. Début juin, nous allons faire un boycott d'1 heure. Je ne parle pas d'une demi-journée. 1 heure simplement. Si nous arrivons à faire 1 million de consommateurs qui boycottent les réseaux de téléphonie mobile, la connexion Internet juste pendant 1 heure de temps, je crois que ça va faire tache d'huile, non seulement sur le plan national, mais sur le plan international. Face à ce constat, après l'expiration de l'ultimatum du ministre Rafiatou Monroe, les regards sont à nouveau tournés vers les autorités en charge de la régulation des télécommunications. Vous le savez, du 4 au 9 février dernier s'est déroulé au Bénin à la Fondation Espace Afrique sur initiative de Samuel Dosso en collaboration avec la conférence épiscopale suisse, une rencontre internationale sur le dialogue interreligieux. Dans le cadre de la seconde phase de cette rencontre, une tournée a été organisée du 6 au 9 février pour permettre à la délégation suisse de s'imprégner des réalités de la vie interreligieuse au Bénin. Suivons à ce propos la synthèse du déroulement de cette mission dans ce reportage de Mori Agua et de Fréjus Fiorci. La rencontre internationale du dialogue interreligieux au Bénin s'est déroulée du 4 au 9 février 2017 à la Fondation Espace Afrique à Glodjigbe. Thème central, le vivre ensemble entre adhérents de différentes communautés religieuses au Bénin et en Suisse. Rencontrer l'autre dans sa différence, défis, risques et chances. Du 4 au 5 février, les échanges ont eu lieu en salle à travers des communications et des témoignages en présence des représentants des confessions religieuses, des chefs traditionnels, des chefs de religions endogènes, des têtes couronnées et d'autres personnes ressources, notamment universitaires. La deuxième phase de cette rencontre internationale du dialogue interreligieux au Bénin a consisté en une phase pratique de vérification des messages véhiculés à travers des communications en salle sur le terrain. Du 6 au 9 février, la dite délégation a sillonné certaines localités du Bénin au contact des chefs de religions endogènes, des confessions religieuses, des têtes couronnées et des notables. Des échanges et des témoignages riches en enseignements ont eu lieu à chaque étape de cette mission. Ouida, Porte-Novo, Abomey, Parakou, Natitengu. Sur le terrain, la délégation s'est imprégnée des réalités de la cohabitation religieuse pacifique au Bénin. À Ouida,
le temple des Pitons qui fait face à la basilique Immaculée Conception de Ouida. À Dassa, la grotte mariale d'Aribo qui abrite d'un autre côté le siège mondial de la divinité Sapata, pour ne citer que ces exemples. Au cours de cette mission de terrain, la délégation a rendu une visite d'amitié au roi Agoli Agbo, a visité le poste de Parakou dont Samir Dessou est le promoteur et le mausolée où repose le général Mathieu Kérékou à Natitengu. À Aglangandan, le complexe catholique cardinal Bernardin Ganti a reçu la visite de la délégation et à Porte-Novo le site de Notre-Dame des Lagunes. À Cotonou le 10 février, la délégation a été reçue à l'annonciature du Bénin par le nonce apostolique Brian Oudaïgoué avant de se rendre au siège de la conférence épiscopale du Bénin pour une séance de restitution globale de cette rencontre internationale du dialogue interreligieux au Bénin. C'était en présence de Monseigneur Antoine Oudécon, vice-président de la conférence épiscopale du Bénin. En réalité, la mission est partie d'ici et du travail que vous avez fait pour que le Bénin puisse bénéficier de la visite du pape Benoît XVI. C'est à l'occasion vraiment de cette visite que j'ai été impressionné par la multiplicité religieuse de ceux qui bondaient dans le stage. Plus beaux vêtements que chacun avait, aussi bien les rois, aussi bien les dignitaires religieux de toutes tendances, musulmans, chrétiens, protestants et bien sûr les religions endogènes. C'est là où j'ai vu vraiment le pouvoir de l'amour dont vous parlez, et c'est ça qui m'a marqué, et j'en ai fait état en Suisse, et c'est ainsi l'origine de ma mission. Info sur le continent à présent, Agdiwa, ville importante de l'extrême nord-est du Nigeria. Il ne reste qu'une voiture civile, plus de moyens de communication, plus de routes d'accès, sauf sous escorte armée. Mais les humanitaires tentent d'aider 57 000 personnes coupées du monde. Reportage. Des brûlures au visage, la jambe cassée, cette femme a survécu à un assaut de l'armée nigériane contre des insurgés de Boko Haram. À ses côtés, cette jeune fille a également été blessée dans l'attaque du village. La terreur se lit encore dans ses yeux. À Dikwa, dans le nord-est du Nigeria, de 200 à 300 déplacés arrivent chaque jour. Ils fuient la misère et l'insécurité. Ils sont près de 50 000 à vivre dans des camps, coupés du monde et dépendants de l'aide humanitaire internationale. À leur arrivée, leur hygiène, leur santé et leur alimentation sont très mauvaises. Mais comme ils arrivent, nous leur venons en aide. Nous recherchons leurs proches et nous nous assurons qu'ils ont des vivres et des médicaments. Le groupe islamiste Boko Haram a dévasté le nord du Nigeria et la région du lac Tchad ces 8 dernières années. Plus de 20 000 personnes sont mortes et 2 600 000 habitants ont été chassés de chez eux. La reconquête des territoires par l'armée a mis en évidence les dégâts provoqués par le conflit. Selon l'UNICEF, 450 000 enfants souffrent de malnutrition sévère. Au village, parfois il y avait à manger, mais pas toujours. Je suis donc venue ici au camp à cause du manque de nourriture. Grâce à Dieu, les agences humanitaires nous aident et nous donnent à manger. Dans ce camp à Dikwa, les conditions d'hygiène sont précaires, les soins médicaux et la nourriture quasi inexistants. La situation est alarmante. Il leur faut plus de nourriture et comme vous pouvez le voir, il leur faut des vêtements et du savon pour se laver. Pour l'eau, il y a la queue. Ils n'ont qu'une source d'eau dans le camp. Il y en avait une dehors, mais elle n'est plus potable. Il y a tellement de choses qu'il leur manque. Une situation d'autant plus grave que l'activité économique est anéantie. Toute personne qui commerce dans la région est étroitement surveillée. L'armée soupçonne les civils de collaborer avec les insurgés islamistes. Rétablir la stabilité dans le nord-est du Nigeria prendra de longues années. Le syndicat national des journalistes du Cameroun, SNJC, a dénoncé mardi les pressions des autorités sur les médias dans le traitement des revendications de la minorité anglophone. Face au pouvoir de Yaoundé, le syndicat a insisté sur le non-respect des droits fondamentaux par le gouvernement. Suivons ici les réactions de quelques acteurs des médias et de la société civile au Cameroun.
Dans un état de droit, la liberté d'opinion, la liberté de penser, la liberté d'association, ce sont les droits fondamentaux et le gouvernement et l'État du Cameroun a l'obligation de respecter ces droits. Tout le monde sait que parmi les 25 personnes qui ont été arrêtées, 8 jusqu'à présent n'ont pas été retrouvées. Et donc on demande à l'État du Cameroun de publier les noms. S'ils sont en vie, de nous dire où est-ce qu'ils sont. S'ils ne sont pas en vie, de dire aux familles qu'est-ce qu'il en est pour que les familles fassent leur deuil. Les journalistes n'ont pas vocation à recevoir des injonctions d'un organisme qui a été mis sur pied par le gouvernement pour servir ses intérêts. À ce titre-là, nous avons demandé à nos membres et aux médias de ne pas respecter les injonctions du CNC parce que le CNC n'est pas le rédacteur en chef de la presse camerounaise. Lorsque l'on demande aux journalistes, aux médias de ne pas faire l'apologie du fédéralisme et de la sécession, de ne même pas aborder ces questions-là que l'on constate sur le terrain à travers les médias, c'est une manière de censurer la presse camerounaise. Or, depuis une loi de janvier 1996, notamment la loi du 4 janvier 1996, la censure est abolie au Cameroun. Et puis avant de boucler cette édition, sur la côte de Bombay, la capitale de l'État indien de Maharashtra, un projet pharaonique menace le mode de vie ancestral des pêcheurs. Reportage. Une tranquille communauté de pêcheurs à l'ombre du quartier des finances de Bombay. Les colis sont les premiers habitants de la capitale commerciale indienne où ils vivent de la pêche depuis des siècles. Un mode de vie qui pourrait être perturbé par un projet de construction en pleine mer de la plus grande statue du monde. La zone de reproduction des poissons va être complètement détruite. Notre gagne-pain est menacé. La statue sera à l'effigie du guerrier hindou du XVIIe siècle Shivaji et va coûter plus d'1 demi-milliard de dollars. À 190 mètres de haut, elle fera 2 fois la taille de la Statue de la Liberté. Sa construction devrait être achevée en 2021. Pour la communauté Koli, l'afflux de touristes en ferry vers le site du mémorial risque de bloquer leur accès à la mer. Nous avons parlé au gouvernement et nous leur avons demandé de changer l'emplacement. Shivaji, célèbre pour avoir combattu l'empire moghol musulman, est un héros des partis nationalistes hindous. Si les statues lui rendant hommage parsèment déjà Bombay, celle-ci ne sera pas comme les autres. Ce mémorial va attirer beaucoup de touristes, dont des étrangers, pour des années. Le gouvernement prévoit de fournir des emplois pour 400 foyers de la communauté Koli. Une maigre consolation pour ces pêcheurs, qui souhaitent avant tout maintenir leur mode de vie ancestral. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.